Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de MATLAB. Le thème abordé sera ici les matrices de nombres et les vecteurs de texte ou de lettres. L'objectif sera d'introduire la création et la manipulation de matrices, de voir quelques opérations matricielles et de présenter les chaînes de caractères et comment les mettre en place. Donc comme on le sait déjà, MATLAB est la concaténation de Matrix Laboratory car il a été conçu spécialement pour travailler avec des données qui sont rangées dans des matrices. Alors petite attention, dans cette vidéo, je vais utiliser souvent le terme matrice, mais il est à double sens. Le premier sens, c'est lorsque l'on considère une matrice comme un arrangement de données en lignes et colonnes, donc un tableau. Et le deuxième sens, c'est lorsque l'on considère une matrice comme un objet mathématique avec ses opérations particulières comme la multiplication, etc. Donc on va voir tout de suite ce qu'est une matrice avec un exemple concret. Donc ce tableau représente ce qu'une entreprise doit payer lorsqu'elle veut se rendre sur l'un des sites de construction suivants. Donc on a l'entreprise 1, 2, 3 et les 3 sites de construction. Donc si l'entreprise 2 veut se rendre sur le site de construction 3, ça lui coûte 35 000 € juste pour se rendre sur ce site. On va appeler ce premier tableau ou cette première matrice par la lettre C. Les deux tableaux suivants nous montrent la capacité de chaque entreprise à donner des fournitures par jour et l'autre nous montre les besoins sur chaque site par jour. Le vrai problème est de trouver la solution la plus économique pour satisfaire les demandes des différents sites de construction. On ne s'intéressera pas à la manière de calculer ça ici. On suppose qu'un manager propose la solution suivante. Voilà, avec 4, 0, 0, etc. On va appeler cette matrice, ou cette solution, la matrice X. Afin de calculer la solution, le coût total, on va procéder de la manière qui suit. On va prendre les deux tableaux et on va multiplier ce terme-là avec ce terme-là. Et on va remplir une nouvelle matrice avec le résultat. Donc on va multiplier terme à terme, on fait ça pour chacun des termes, et ça nous donne la nouvelle matrice qui s'appellera la matrice solution. Donc pour représenter ça, j'ai fait un petit fichier MATLAB ici. Voilà, c'est là. Donc la matrice C, 12, 10, etc. La matrice X, et la solution, c'est C point fois X. Donc on va lancer ça. Voilà, donc pour calculer la dépense totale, j'ai d'abord fait somme solution ici, ça m'a donné ce vecteur-là, il a additionné les termes colonne par colonne, et je lui ai dit ensuite de faire la somme de somme solution, c'est-à-dire la somme de ces trois termes-là. Et la réponse est 372 milliers d'euros. Alors comment créer une matrice? Donc là j'en ai créé deux. Bon, c'est assez simple, on donne d'abord le nom d'une variable, ici la variable A, égale 1 espace 2 point virgule 3 espace 4, et en dessous une matrice x égale 5, 6. Donc je vais enlever les points virgules et je vais vous montrer. La matrice A a été créée ici, la matrice X ici. Donc pour créer des matrices, on met tout ce que l'on veut entre crochets et pas entre parenthèses ou accolades. Pour écrire sur une ligne, on sépare les valeurs par un espace ou par une virgule. Et pour sauter une ligne, on met un point virgule. Ou alors, on peut faire ça. Je vais même faire ça. Et je relance ici. Voilà, c'est la même chose, on peut sauter une ligne. Donc voilà comment on crée une matrice assez simplement. Comment accéder aux composantes, c'est comme pour les vecteurs. Donc si je clique ici, A 3,1 donne la valeur troisième ligne, première colonne. Donc A est ici maintenant, hein. Pas ici. Troisième ligne, première colonne. 1, 2, 3. Et la première colonne c'est ici. Donc il me donne la valeur 5 qui est là. Et ensuite A5 donne la cinquième valeur. Comme il lit colonne par colonne, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, il me retourne la valeur 4, puisqu'on lui a demandé ici A5. Donc là, si je lui avais demandé directement A 3,3, il m'aurait mis une erreur, parce que A n'a pas 3 colonnes, mais a 3 lignes et 2 colonnes. En revanche, si j'écris ça, A 3,3 égale 98, il vient ajouter 98 ici, donc il crée une nouvelle colonne. Et pour les autres valeurs, 1, 3 et A 2, 3 qui sont ici, il remplit avec des zéros. Bon, faire la transposée d'une matrice, c'est facile, on l'a déjà vu avant. Les deux points qui sont quelque chose de très pratique et de très puissant. Ouh là là, c'est un peu long, mais bon. Donc on va commencer ici par recréer notre matrice A. Oui, je fais le raccourci évaluate sélection. On vient ensuite regarder ça. Donc le code est expliqué entièrement. Je pense que si je peux, je mettrai le code disponible en téléchargement ou alors recopiez-le, mais c'est long. Alors on va lancer ça aussi. Voilà. Donc à quoi servent les deux points exactement? Donc, c'est ici. Servent à aller d'une donnée à une autre, et les deux points seuls permettent d'obtenir toutes les données. Donc comme on l'a vu ici, voilà, par exemple, bon, la matrice A est juste au-dessus, A2, A3 et de 1 à A2 veut dire A
de la deuxième ligne à la troisième ligne, c'est-à-dire de cette ligne-là à cette ligne-là, de la première colonne à la deuxième colonne, c'est-à-dire de ici à là. Donc il me retourne cette valeur-là, cette matrice-là, 4, 5, 7, 8, et c'est ce qui m'a retourné ici. À 3,2 points, je lui demande simplement de me sortir la troisième ligne de la matrice, avec toutes les colonnes, puisque les 2 points ici sont dans la case entre guillemets colonne. Bon, je vais d'abord faire ça ici, F7, et je vais lancer tout ça directement pour qu'on voit un peu mieux à quoi ça correspond. Les 2 points sont vraiment pratiques puisqu'ils permettent d'aller d'une valeur à une autre, et c'est aussi pratique pour remplir une matrice. Comme on le voit ici, la matrice DTC, je me demande pourquoi j'ai choisi ce nom, si je tape ici dans la commande Windows, je l'affiche. Donc qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit de me créer un premier vecteur qui va de 0 à 180 par un pas de 30. Vu qu'il était en ligne, je lui ai mis un petit transposé pour qu'il me le mette en colonne, c'est-à-dire ici. Donc DTC, toutes les lignes, première colonne, tu me mets la valeur de x. Deuxième colonne, le sinus de x. Et troisième colonne, le cosinus de x. C'est ce qu'on a ici. Sinus de 30, c'est bien 1 demi. Et cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Bon, et etc. Il n'a pas fait d'erreur. N'oubliez pas le d ici, puisque j'ai défini x comme étant en degrés. Ça vous évitera d'avoir à convertir et d'avoir à vous embêter. Alors, qu'est-ce que je lui ai demandé ensuite? J'ai recréé une matrice A, qui est ici. Voilà, je lui ai demandé de créer cette matrice-là. Et j'ai appliqué ce qui s'appelle le pivot de Gauss pour obtenir un 0 sous le premier 1 ici. Donc ici, le 2 est remplacé par un 0. Et donc, je me suis servi des 2 points un petit peu partout pour réaliser cette application. Ensuite, somme A de 3 à n pour avoir la somme des éléments de la troisième valeur jusqu'à la fin. Donc, c'est dans cette matrice-là, la troisième valeur étant celle-là. Il fait 3 moins 1 plus 3 plus 2 moins 5 plus 1 et ça donne 3. Voilà, on peut ensuite constater que si on place les 2 points à droite du égal, ce n'est pas la même chose que si on le place à gauche du égal. Notre matrice A qui est ici, je lui ai dit B est égal à 2 points. C'est-à-dire qu'il a pris cette matrice-là et il l'a mis en une seule colonne. Et donc comme il est colonne par colonne, c'est normal que ça fasse 1, 0, 3, moins 1, 3, etc. ici. Et ensuite je lui ai dit, bah ok, on change la matrice A, on la remplit qu'avec des 1, donc on va voir pourquoi après. Et la matrice B, ce sera celle-là. D'accord? Je lui ai ensuite dit, c'est pas compliqué, la matrice A, tu la remplis avec la matrice B. Donc ensuite, cette formule-là, cette ligne-là, c'est pour redimensionner une matrice. Voilà, donc on voit que la matrice A avait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en utilisant reshape, je lui ai dit, tu transformes la matrice A en une ligne et 6 colonnes. Donc c'est pour ça qu'il est ici 1, 4, 2, 5, 3, 6, puisqu'il lit colonne par colonne. Donc il lit 1, 4, 2, 5, 3, 6, etc. Et ensuite ici, bon, je juste dis, bah, tu remplaces tous les éléments de C, donc qui est cette nouvelle matrice, par 4. Donc ce qu'il y a à retenir sur les 2 points, c'est que c'est vraiment pratique dans beaucoup de situations, et que c'est quelque chose dont il ne faut pas hésiter à se servir dès qu'on le peut. Alors voyons maintenant la duplication de lignes et de colonnes. Je vais lancer ce petit passage. J'ai d'abord créé la matrice A, 1, 2, 3, et en utilisant la fonction repmat, donc pour répéter la matrice, je lui ai dit, bah, tu répètes la matrice A sur 3 lignes et 2 colonnes. Donc c'est ce qu'il a fait. Et ce sont juste ici en fait 2 manières différentes d'écrire la même chose. Effacer des lignes et des colonnes. Ouais, bon, alors on commence par créer la matrice A qui est ici. Je lui ai dit d'effacer la deuxième colonne, pardon, donc 2, 5, 6. Et ça donne ça. Et ensuite, dans ça, puisque j'ai la matrice A à cette forme-là, je lui ai dit d'effacer la deuxième ligne, donc d'enlever les 4, 6. C'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec 1, 3, 7, 9. Bon, j'ai recréé la matrice A. Et je lui ai ensuite ici dit A de 2 à 6 par un pas de 2, donc c'est-à-dire les valeurs 2, 4 et 6. Bah, tu me les enlèves, tu me les remplaces, tu les vires. Et en gros, 2, 4, les valeurs 2, 4 et 6, ça correspond au 4, au 2 et au 8. Dans la matrice A, puisque ça fait 1, 2, 3, 4. Bon. Et donc il me les a enlevés et il m'a mis la matrice A en ligne. Bon, évidemment, on peut se servir encore des vecteurs logiques. Bon, évidemment, on peut se servir aussi des vecteurs logiques, comme on peut le voir ici. Et là, bon, c'est pareil pour supprimer les lignes et les colonnes d'une matrice.
quelques matrices entre guillemets élémentaires, donc comme 0, 1 ou round, qu'on va lancer. Hop. Alors 0, bah, ça donne une matrice avec des 0, 1 avec des 1, round avec des nombres aléatoires, 0, 2, 4, bon bah 2 lignes, 4 colonnes. I, donc ça donne une matrice identité. Alors le I, c'est super pratique pour construire des matrices tridiagonales. Je sais pas ce que c'est, mais on peut le faire. Donc on a commencé par créer une matrice identité avec des 2, qui est ici, et on a effectué cette première opération là sur la partie supérieure de la matrice. Donc j'ai tout détaillé ici. Si je peux mettre le fichier en téléchargement, ça en aidera beaucoup. Voilà, donc A 2 fois I, ça donne ça. Hein, I nous donnant que des 1, si on multiplie le tout par 2, bah, ça donnera des 2. A de 1 à 4 et de 2 à 5, c'est-à-dire que ça va de la ligne 1 à 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et des colonnes 2 à 5, c'est-à-dire à partir d'ici jusqu'au bout. Donc c'est cette partie supérieure droite de la matrice. I4, bon bah ça a la même taille. J'ai soustrait ça, j'ai soustrait ça à ça, donc comme on le voit ici, et ça nous donne cette première partie supérieure là, que l'on vient remplacer dans la matrice A. Donc au lieu qu'il n'y ait que des 0 ici, il y a des moins 1. Et une méthode dans le même genre pour la partie inférieure. C'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve ici avec cette matrice-là. Et ça, c'est une matrice tridiagonale. Ah bah, 3 diagonales, voilà. Alors, voyons voir un petit peu quelques matrices, entre guillemets, spécialisées ou spéciales. J'en ai mis que 2 ici, la matrice Pascal et la matrice Magic. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, la matrice Pascal, c'est juste la multiplication des matrices L et U. En revanche, Magic, c'est pas mal, ça génère donc un carré magique. Et si ici vous faites sum, voilà, vous voyez que chacune des colonnes, lorsqu'on fait la somme, ça fait 34. Et pareil, si c'est une Magic 5, donc voilà, ça sera pareil. Donc ça génère, donc Magic génère un carré magique. Ça sert pas à grand chose, mais si vous avez besoin de générer une matrice un peu aléatoire avec des nombres réels, bah, vous utilisez celle-là. Évidemment, on peut utiliser des fonctions dans les matrices. Donc on a créé la matrice A qui est ici, hein, un peu au hasard. All A, on l'a vu dans la vidéo précédente, ça retourne un vecteur logique qui donne 0 si l'un des termes est nul et qui donne 1 si tous les termes sont non nuls. Donc ici, 1, 1, 0, bon bah il y a un terme qui est nul, on retourne 0. 0, bon bah pas besoin d'aller plus loin, on retourne 0. 1, 1, 1, on retourne 1. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré A. Il y a ensuite ici la matrice des sinus de A, hein, donc sinus de 1 radian, bon, ça doit sûrement être ça. C'est 1 radian par 1 degré, donc c'est normal que cette valeur soit aussi élevée. Et on voit que le sinus, ça s'applique à chaque élément, contrairement au all, donc il faut faire attention avec ça. On a ensuite nettoyé A, et on a recréé une nouvelle matrice A, Magic 3, donc un carré magique. Bon alors là, il y a quelques fonctions différentes, hein. Flip left right, flip up down, load 90, trill, triu, etc. Donc elles sont ici, c'est bon, bah, c'est expliqué, symétrie gauche-droite au bas, etc. A x2, voilà, A x2 est là. Donc on a multiplié tous les éléments de A par 2, c'est-à-dire tous les éléments du Magic 3, donc c'est-à-dire ici. On a ensuite élevé la matrice A au carré et ensuite chaque élément au carré. Donc juste le petit point là, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, va faire une énorme différence dans les calculs. Là, la matrice est carrée, donc on n'avait pas eu d'erreur. Mais on voit que les deux résultats qui sont ici sont quand même bien différents, juste à l'aide du petit point. Alors ensuite, une boucle for et une matrice. Qu'ai-je donc créé? J'ai d'abord créé la matrice A, ici. Et ensuite, je lui ai dit pour V égale A, affiche-moi V', donc A' entre guillemets. Donc c'est ici, c'est pas très visuel parce que j'ai pas écrit plus de code que ça. Et en gros, ça a juste fait la transposée de A et ça me l'a ressorti. Et si j'avais mis for V égale A' disp V', eh bien on retrouve ici la même matrice que la matrice A, puisque je lui ai dit pour V qui est égal à la transposée de A, affiche-moi la transposée de V. En gros, transpose-la 2 fois, donc ne fais rien, ce serait pareil. Ah, voyez un petit peu les boucles for imbriquées entre elles.
Donc là, c'était une première présentation des matrices. Je pense que vous aviez déjà compris comment on faisait. Maintenant, on va voir un peu les boucles for imbriquées entre elles pour remplir des matrices. Donc, on suppose qu'un pigeon emprunte un certain montant A dans une banque. Il doit rembourser cet emprunt tout au long de sa vie. Il choisit de rembourser sa banque tous les mois, donc 12 fois par an. Logique. On va appeler ce nombre N, donc qui est ici, et le nombre d'années sur lesquelles il va devoir payer, K, avec un taux de remboursement que l'on aura appelé R. Donc P, comme pigeon, c'est le montant à rembourser, et ça va dépendre de A, N, K et R selon cette formule-là. Ne cherchez pas, cette formule est bonne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon. Alors, voilà ce qu'on veut. Générer une table de paiement pour un emprunt de 1000 € remboursé sur 15, 20 ou 25 ans avec un intérêt de 10 à 20%. Et avec un pas de 1% pour les calculs. Alors, on commence ici avec les deux boucles for imbriquées les unes dans les autres. La première est là. Donc, on a dit qu'il avait emprunté 1000 €, qui remboursait ça 12 fois par an. Tick, c'est le timer pour chronométrer le temps que MATLAB met à calculer. Et TOC, c'est pour la fin. Donc, pour R01, 0001, c'est le taux. Donc, pour le taux qui va de 0,1 à 0,2 par pas de 1%. On affiche le taux multiplié par 100, comme ça me donne le résultat qui est ici, 10%, 11%, 12%, etc. Et ensuite, pour K allant de 15 à 25 ans, donc par pas de 5 ans, 15, 20 et 25, tu nous calcules P, qui est ici, et ensuite tu nous l'affiches. Là, on a pour 15 ans, là, on a pour 20 ans, et là, on a pour 25 ans. Donc, le premier calcul va être pour un taux donc, de 10%, et pour ce taux de 10% qui est ici, il va effectuer 3 calculs. Celui pour 15, pour 20 et pour 25. Et ensuite, il va recommencer. Les fprintf ici ne servent qu'à afficher les résultats. Et donc, on voit qu'on a une boucle for qui commence ici et une autre qui commence ici. On a donc imbriqué deux boucles for les unes dans les autres. Il existe évidemment une autre méthode avec la logique qui est ici. Et la logique toute seule, qui permet d'avoir exactement le même résultat, qui est ici, à la différence que j'ai pas affiché le taux. On peut regarder les différences de temps. Là, on voit que bon, ça a pas fait des énormes différences selon les trois méthodes. Si je relance, voilà, bon, on voit qu'avec une boucle for, c'est un peu plus long qu'avec une boucle for et logique, et aussi un peu plus long qu'avec la logique seule. Après, ça dépend comment on va afficher le résultat et le format de sortie. Quelque chose de très important que je vais vous montrer ici, c'est l'utilisation des points-virgules. Donc si je les enlève par exemple dans le dernier programme, on va voir que le temps de calcul est quand même beaucoup plus long. Voilà, le premier 0,05, le deuxième 0,02 et le dernier 0,05. Donc avec la logique seule qui avant prenait moins de temps que la boucle for, on voit que lorsqu'on oublie les points-virgules, ça demande du temps à MATLAB pour afficher. Et en plus de ça, vu que moi je suis en train de capturer l'écran, ça demande encore plus de temps. On finit un petit peu là, sur les matrices multidimensions, donc je vais faire ça. Donc là j'ai créé une matrice A qui est 1, 2, 3, 4, et ensuite je vais en gros ajouter un étage pour mettre 5, 6, 7, 8. Et j'ai lancé le code, donc on voit qu'ici je lui ai juste demandé d'afficher cette ligne là. Et en fait, il m'en affiche 2. Il me dit qu'à l'étage 1, ou à la dimension 1, il y a 1, 2, 3, 4, et qu'à l'étage 2, il y a 5, 6, 7, 8. En fait, c'est dû à ça ici. Donc ça, vous vous demandez peut-être à quoi ça peut servir. Sachez que dans MATLAB, on peut importer des images et demander à MATLAB de les lire. Il y a une manière de lire qui est selon le code RGB et le nombre de pixels de votre image. Et MATLAB va vous retourner 3 matrices différentes, une R, une G, une B. La R sera la 1, la G la 2 et la B la 3. Et vous pourrez ainsi décrypter en gros votre image selon ces 3 couleurs qui sont un standard. Mais il y en existe d'autres comme le CMJN, il me semble, pour cyan, magenta et je ne sais plus à quoi correspondent les deux autres. Mais sachez qu'en gros, une matrice peut avoir plusieurs dimensions. Donc c'est ce que j'ai mis ici, un peu comme un étage. Avant de s'attaquer aux chaînes de caractères, voyons quelques opérations matricielles. Je vais lancer ça. Donc j'ai créé deux matrices, une A, une B, et je lui ai dit de multiplier A par B. Donc un petit rappel, pour ceux qui ne se souviennent plus comment on fait une multiplication matricielle. Là on a
le 1, 2, 3, 4 ici représente la matrice A, et le 5, 6, 0, moins 1 représente la matrice B. Donc on fait 5 fois 1 plus 0 fois 2, qui est ici, et on remplit la première case. Ensuite on fait 6 fois 1 plus moins 1 fois 2, qui est ici, et on remplit, etc. Et il ne faut pas oublier que le nombre de lignes de l'un doit correspondre au nombre de colonnes de l'autre, et que donc ça, c'est une multiplication matricielle. Ça, c'est une multiplication terme à terme. Donc comme on le voit ici, C et D sont deux matrices avec des résultats complètement différents, donc le point c'est vraiment très important. Je sais que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de le mettre, et surtout, faites attention à ce que vous faites avec. On a ensuite la mise à la puissance, donc A au carré, c'est l'équivalent de A fois A. Là, il y a A au carré, et là, il y a A fois A. Et là, il y a A point mis au carré, donc c'est chaque terme qui est mis au carré. J'ai ensuite créé une matrice M ici, hein, donc au hasard, avec des valeurs au hasard. Et MATLAB possède quelques fonctions qui sont assez utiles, comme le déterminant, les valeurs propres, la mise à l'exponentielle, l'inverse, la décomposition LU, et les deux dernières ici, je m'en sers pas souvent, mais c'est bon à savoir. Donc évidemment, pour utiliser le déterminant, c'est det, les valeurs propres, c'est EIG pour eigenvalue en anglais, exponentielle EXPM pour matrice, inv pour inverse, LU pour lower up, QR et SVD, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, enfin SVD, single value decomposition, donc c'est la matrice qui est ici, et ici on a la factorisation orthogonale de la matrice. Sachez que les matrices sont quand même quelque chose de super puissant dans MATLAB, puisque c'est à ça que ça sert, puisque MATLAB est prévu pour. Et maintenant, on va voir un petit peu les chaînes de caractères et les matrices. Alors, on va lancer cette dernière partie. Oula, ouais, bon, il y a beaucoup de choses qui sont affichées. On va commencer par le haut. Alors, j'ai, oula, allez, sinus x, voilà. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une variable qui s'appelle s, dans laquelle on est venu mettre le mot salut, entre quotes, entre apostrophes. Je vais juste lancer ça ici, hop. Voilà, je suis venu ici créer une première variable s, dans laquelle j'ai mis un mot, qui est une chaîne de caractères. J'ai recommencé ensuite en mettant je l'ai acheté, juste pour vous montrer que lorsque l'on veut mettre une apostrophe, comme ici, il faut la répéter, sinon MATLAB pense que vous voulez arrêter d'écrire votre chaîne de caractères. D'ailleurs, on peut le voir ici, dans S, on voit le logo, c'est un ABC, donc pour un string ou un char, et ça, c'est un vecteur. Donc ensuite, j'ai remplacé, voilà, Napoléon. Là, on voit que la taille, c'est un fois 8, puisque dans Napoléon, il y a 8 lettres. Et si on fait ça, bon, il m'écrit pas Napoléon, il m'écrit Noël au pan. Il l'a lu dans l'autre sens, puisque je pars de 8 à 1. Sachant que la lettre 1, c'est le grand N, la 2, c'est le A, etc. Là, je lui demande la 8e jusqu'à la dernière. Jusqu'à la première, pardon. Bon, ce sera rien, mais au moins, c'est quelque chose à voir. Ah, on va en créer une deuxième qu'on va appeler O'Brien. Et il faut savoir que dans MATLAB, les apostrophes sont considérées comme étant un caractère à part entière. Donc pour écrire O'Brien, j'ai écrit O, apostrophe, apostrophe, BR, etc. Donc peut-être que vous disiez, bon, la première c'est le O, la deuxième c'est l'apostrophe, la troisième c'est encore l'apostrophe, la quatrième c'est le B, etc. Mais non, MATLAB considère que les deux apostrophes ici sont réunies en un seul caractère. Donc là, je vais demander quelle est la composante numéro 2 de la variable nom, c'est-à-dire du mot O'Brien, et il m'a retourné ici l'apostrophe. D'ailleurs, pour vérifier, si je ne mets pas 2 mais 3, voilà, il me retourne le B cette fois. Alors, on peut utiliser la logique ici aussi. On va enlever les lettres ou des blancs dans une phrase. Alors, on prend une phrase que j'aime bien. Voilà, les cons savent tous d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Il y a un vecteur, une variable plutôt, que j'ai appelé vire les espaces, qui est égal à S, donc cette phrase-là, et tu me retournes je lui ai dit, tu me retournes un vecteur logique, donc à l'aide de ça, ça va me retourner un vecteur logique. Je lui ai dit, tu regardes dans S et tu me dis ce qui est différent, et entre apostrophes, on met ce qu'on veut. Donc là, j'ai mis l'espace. Et donc, il m'a retourné ce vecteur-là, 1, 1, 1, 0. Donc là, c'est L, L, E, S, con, C, O, N, S, virgule, espace, etc. Et je lui ai ensuite dit, dans S, tu viens appliquer cet énorme vecteur-là. Comme vire les espaces, on le voit ici, est un vecteur logique, lorsque je le mets entre parenthèses pour le vecteur S,
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va avoir un 0, il va enlever la valeur. C'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec cette phrase-là, où il n'y a plus d'espace du tout dedans. Bon, on peut recommencer ici en virant les E plutôt que les espaces. Voilà, le scon, ça ose tout, c'est la même chose. Et on voit que le vecteur ici, logique, a changé. Évidemment, c'est pas le même. On peut aussi concaténer les vecteurs string entre eux, comme ici. Donc si je lance ça, voilà, je crée la variable roi, qui est donc une chaîne de caractères Louis. Et ensuite, dans roi, bah, je lui dis, attends, finalement, ajoute croix V bâton. Il sait pas lire Henri XVI, il est naze. Louis XVI. Et croix, V, bâton. Et donc, j'ai concaténé, en gros, ces deux vecteurs, enfin ces deux valeurs, en répétant la première ici qui était dans la variable roi. Je suis revenu la mettre ici, suivi de 16. Et j'ai remplacé dans la variable roi. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ça ici. On peut également utiliser le code ASCII qui est disponible sur internet. C'est assez facile à trouver. Donc on va commencer par faire ça. Voilà, là on a le code ASCII correspondant à chacune des lettres. Donc Napoléon, c'est un mot, donc une chaîne de caractères, en plus c'est mis entre quotes. La lettre N, en majuscule, dans le code ASCII, correspond à la 78e valeur. La lettre A à la 97e, la P à la 112e, etc. Pour avoir une petite liste des caractères disponibles dans le code ASCII, il suffit de lancer char de 1 à 128, une grande ligne qui s'affiche. Et on peut voir en déplaçant vers la droite qu'il y a pas mal de caractères. Alors, je suis allé jusque 1300 tout à l'heure pour voir. Je vais relancer ici. Voilà, de 1 à 1300. Donc, on prend le petit ascenseur, on regarde et on voit tous les caractères disponibles dans MATLAB qui sont dans le code ASCII et qui sont ici retranscrits. Bon alors, les 32 premiers ne sont pas inclus parce que ce sont des caractères comme par exemple l'espace, comme on va le voir comme sur l'image du code ASCII. Donc ils ne sont pas inclus et ils commencent tout de suite au point d'exclamation. D'ailleurs, là j'ai mis 1, si je mets 30 et que je lance ça, voilà, on voit que ça commence au point d'exclamation. Et si je mets 33, ça va commencer aussi au point d'exclamation. Voilà. Et si je mets 34, par contre, cette fois-ci, ça commencera au guillemets. Alors, à quoi ça peut bien servir? Bah, pas à grand-chose, mais bon. Alors, on peut utiliser char et double, comme on l'avait vu dans la vidéo des fondamentaux, il me semble, pour convertir des données d'un type à une autre. Allez, on va juste générer ones ici. Voilà, une matrice 4 lignes, 20 colonnes, que l'on va multiplier par la lettre P codée en ASCII, par la valeur de la lettre P dans le code ASCII à l'aide de double. Donc ça va donner ici une matrice qui sera remplie de 112. Voilà. Et ensuite, à l'aide de char, je dis char de la 112e valeur, quelle lettre est-ce? Donc il va forcément me sortir P, donc on va lancer ça. Voilà, donc là on a rempli une matrice avec la lettre P. Ça sert à rien, mais on l'a fait. On continue avec des choses dans le même état d'esprit. Si on définit de nouveau la matrice S comme étant A et qu'on fait S plus 1, ça donne 98, puisque la valeur de A en code ASCII, c'est 97. Donc là, si je mets S plus 1, forcément, ça retourne 98. Donc ça, c'est juste une petite ligne qui permet de savoir la position de certaines lettres en ASCII, donc du A au Z, en minuscule et pas en majuscule. Donc on voit que le A, c'est 97, et que si on avait fait ici plus 1, et on se retrouve à 98. Alors, on va voir maintenant un peu l'utilisation des fprintf, avec 3 lignes différentes. La différence entre chacune des 3 lignes réside ici, simplement, de %, 8s, etc. Donc le fprintf sert donc à afficher les strings et ce qu'il y a dedans. Et en fait, ici, le %8s ou %-8s ou point permet de définir comment on va afficher les chaînes de caractères. Donc on voit qu'il y a 3 manières différentes. Ici, bon, il y en a beaucoup plus. Et si on veut afficher réellement plus clairement, il faut utiliser %c
Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas voulu développer plus parce que c'est assez long et c'est assez fastidieux. Alors si on compare deux mots maintenant, hop, S1 et S2. Voilà, le premier est Anne et le deuxième est Ban. Lorsqu'on compare les deux vecteurs comme on le fait ici, il nous retourne un vecteur logique 1, 0, 0. Est-ce que S1 est inférieur à S2? Donc il compare A avec B, qui retourne oui, puisque A c'est 97 et B c'est 98. Ensuite il compare N avec A, il retourne 0 puisque N est supérieur à A, et pour le troisième bah, c'est égaux, mais il retourne 0 quand même ici, puisque je lui ai mis inférieur strictement et pas inférieur ou égal. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut comparer deux mots ou deux strings entre eux. Et là, on a quelques fonctions utiles pour les fprintf. Donc, on prend une phrase, la même que tout à l'heure. Alors, j'ai commencé par blanks3, qui permet de créer des blancs. Donc ici, ça se voit pas, mais il y a 3 blancs là. Enfin, 3 espaces en gros. Deblanks permet d'enlever les blancs qui sont en trop, c'est-à-dire que si ici j'avais mis espace, 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 etc., avec deblanks, il l'aura enlevé, tout simplement. Into.str, donc la valeur qui est là, 11, n'est pas un nombre, mais une chaîne de caractères. Num2str, c'est pareil ici. Ischar s, est-ce que A est un caractère? Bon, il retourne 1 pour oui. Oui, si jamais s n'était pas un caractère, mais un nombre, il m'aurait retourné non. Lower et upper, bon, c'est pour mettre en majuscule ou en minuscule la phrase. Hein. D'ailleurs, la phrase originale était là, avec un L majuscule au début. Et là, on voit que le L est devenu minuscule. Et enfin, le sprintf, c'est comme le fprintf pour afficher un string. Et si on veut une lettre plus complète, il suffit de taper help strfun ici dans la commande window. Et là, bon, il y a tout ce qu'il faut encore une fois avec des explications et des exemples beaucoup plus concrets et complets. Alors ici, hop, on va lancer ça. Voilà, j'ai créé une matrice qui s'appelle nom et adresse, donc le Père Noël qui habite au Groenland dans l'hémisphère nord. Et c'est juste pour montrer qu'on peut créer une matrice avec des chaînes de caractères. Voilà, c'était juste pour ça. Le seul inconvénient avec cette méthode-là, c'est qu'il faut que cette chaîne de caractères contienne le même nombre de caractères que celle-là et que celle-là. C'est le seul inconvénient. Donc il y a une façon plus simple, c'est cette ligne-là. Car en faisant ça, en convertissant en char, en caractère, MATLAB calcule automatiquement les espaces qu'il doit y avoir et remplit la matrice tout seul. Donc c'est un peu plus pratique. Et juste cette ligne-là, nom et adresse de 1 à 3, voilà, il va me retrouver PGH. Le P, le G et le H sont la première colonne. Le E, le R et le E sont la deuxième colonne. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, après 7, 8, 9, etc. Donc si on fait de 7 ici à 9, il devrait retourner ROM. Voilà, comme ROM. Bon. Et enfin pour finir la fonction eval, donc ici je lui ai demandé un truc intéressant. Voilà. Donc je lui ai dit input et dans f, entrez la fonction f de x que vous voulez tracer. Par exemple, si on veut tracer, je sais pas, cos de x. Cos de x. On valide. Et voilà. Et là, on obtient la courbe de f de x. De cos de x, pardon. Enfin non, de f de x, il correspond à cos de x entre 0 et 10. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un vecteur qui va de 0 à 10 ici, par pas de 0, 0, 1. Et j'ai utilisé la fonction eval, ici, qui permet d'en gros évaluer le cosinus de x qui était ici. Pourquoi utiliser cette fonction? Ça peut être assez pratique lorsqu'on se retrouve avec une expression écrite comme là, cos de x. En gros, MATLAB va reconnaître entre guillemets la fonction et va, ici je lui ai demandé de la tracer. Mais si vous voulez plus d'aide sur la fonction eval, vous tapez help eval execute string with MATLAB expression. Bon, et là vous avez de la documentation sur cette fonction, elle est assez pratique. Donc utilisez-la si vous en avez besoin.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez appris quelques astuces. Les matrices sont quand même quelque chose d'assez difficile à expliquer et à utiliser, et le mieux en fait c'est de toujours travailler avec des exemples. Là c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces matrices, comment on les crée et comment on en extrait certaines valeurs. Quant aux chaînes de caractères, c'est pratique si vous avez besoin de créer une certaine interaction, comme par exemple le fait de demander à quelqu'un d'entrer une fonction qu'il veut tracer, et puis ça permet de faire participer la personne au programme. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses, et à bientôt pour d'autres vidéos.